Bonjour et bienvenue à cette conférence Comment être en harmonie avec ses émotions. Alors, bonjour, alors mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. J'ai été créateur de l'écoute imaginaire et maintenant je nomme l'approche que je propose, la pleine conscience intuitive. C'est une approche finalement qui s'apparente à ce qu'on retrouve en clairvoyance, en médiumnité, en channeling, dans toutes les démarches intuitives finalement. La pleine conscience intuitive explique les processus permettant ces habiletés-là à prendre forme et nous enseigne de quelle façon qu'on peut utiliser les techniques de soins, de guérison, pour favoriser justement l'équilibre dans tous les secteurs de notre vie. Alors, il me fait plaisir donc de vous présenter cette petite conférence que je vais donc tenter de vous présenter un protocole concret et pratique afin que vous puissiez dès maintenant chercher justement à faire un travail sur vos émotions. Puis évidemment, à la toute fin de la conférence, je présenterai une proposition qui sera très sommairement présentée, puisque vous pourrez y accéder dans un nouveau lien, dans un second lien, qui vous permettra donc de découvrir la proposition que je vous fais pour un enseignement qui vous permettra de découvrir davantage ce qu'est la pleine conscience intuitive et les outils thérapeutiques associés à la pleine conscience intuitive, tels que la déprogrammation de la mémoire cellulaire ou les soins psycho-énergétiques qui ont pour objectif donc d'aller un peu plus loin que cette conférence-là. Donc, qu'est-ce que c'est que l'harmonie émotionnelle? Qu'est-ce que c'est que cette harmonie que l'on recherche tous, en fin de compte, pour favoriser un bien-être? Dans un premier temps, je vous dirais que, à travers les observations que j'ai faites des champs énergétiques de mes partenaires, des clients qui venaient me voir, j'ai eu des gens qui avaient des problématiques de santé physique, des gens qui avaient des problématiques de santé énergétique, ou encore psycho-émotionnelle, ou encore spirituelle. Et dans tous les cas, quels qu'ils soient, quand on observe le champ énergétique d'une personne, on constate que si on parle de circulation énergétique, par exemple, cette circulation énergétique, pour qu'elle puisse circuler de façon uniforme et harmonieuse dans le corps d'une personne, il faut constater une chose, c'est que il faut que la personne soit en état d'harmonie et d'équilibre avec sa nature psycho-émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie, lorsqu'elle circule dans mon corps, il faut comprendre que cette énergie-là, elle est animée par une conscience mémorielle, une conscience qui nous permet de déterminer justement de quelle façon que je suis en harmonie avec moi ou pas. Alors, plus je suis perturbé au niveau psycho-émotionnel, plus le champ énergétique va être observé comme étant relié à des perturbations, à des désordres, à des déséquilibres, qui vont faire qu'on va bien constater que le champ énergétique n'est pas en état d'harmonie avec l'énergie vitale et le corps physique de la personne. Ce qui veut dire que quand on parle d'harmonie émotionnelle, on parle également d'harmonie énergétique en quelque sorte, puisque plus je suis en harmonie avec mes émotions, plus je permets, en fin de compte, à amener une circulation énergétique à prendre forme d'une façon de plus en plus équilibrée. Alors, ça rejoint évidemment les grandes théories des grandes traditions spirituelles qui ont toujours mis en évidence justement que la santé énergétique et la santé émotionnelle, la santé psychologique aussi et spirituelle, faisaient partie d'un tout. Et ce tout-là, quelque part, est indissociable. C'est-à-dire que moi, si je parle d'énergétique, je vais parler de psycho-émotionnel aussi, de spirituel. Si je parle de psycho-émotionnel, bien inévitablement, je vais aussi parler d'énergétique également. Donc ça, je pense que c'est une chose qui est quand même très intéressante à se rappeler, que quand ça ne va pas bien dans notre tête, dans notre émotion, dans nos pensées, c'est évident que c'est un reflet aussi d'une perturbation énergétique qui est présente. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre. Maintenant, à travers toutes ces années-là, j'ai pu constater quelque part que pour favoriser un équilibre dans notre santé psycho-émotionnelle, il y a des techniques toutes simples qu'il faut se rappeler. Il y a la pratique de l'enracinement, qui est une pratique qui est proposée d'une façon assez régulière maintenant, alors qu'à l'époque, quand j'ai commencé, moi, il y a plus de 25 années, on ne parlait pas beaucoup de cette notion d'enracinement, on ne la comprenait pas très bien non plus. Et aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler. Ce que je vous dirais, par contre, c'est que la pratique de l'enracinement, c'est pas une technique dans le sens je fais A, B, C, D, E d'une façon un peu comme une technique, comme un sport, par exemple. C'est quelque chose qui demande un peu plus de subtilité que cela. C'est-à-dire que si je veux faire un enracinement dans lequel je reconnais quelque part la conscience psycho-émotionnelle qui est en moi, ça veut donc dire que je dois accepter que cette énergie de la Terre, quand elle circule dans mes pieds, que je porte attention à comment la conscience mémorielle qui est dans mes pieds réagisse à l'énergie de la Terre qui circule dans mes pieds, et ainsi de suite. Ça veut donc dire que le travail d'enracinement est un travail que l'on ne fait pas d'une façon un peu technique, un peu comme ça, en pensant à autre chose, mais on doit vraiment accompagner le mouvement de l'énergie qui circule en soi pour vraiment être capable justement
de favoriser un enracinement qui touche vraiment cette nature psycho-émotionnelle d'une façon réelle. Alors, l'enracinement, c'est quoi? C'est cette capacité que j'ai de me relier, donc mes deux pieds touchent le sol. C'est ma capacité donc à recevoir cette énergie tellurique dans mes pieds et de la faire remonter jusqu'à mon cœur. Et de mon cœur, je vais ensuite faire descendre l'énergie du ciel pour qu'elle puisse circuler jusqu'à mon cœur également. Ce qui veut donc dire que mon corps va devenir comme une antenne permettant à l'énergie de la terre et du ciel de circuler à travers moi et les deux vont se rejoindre dans mon cœur. Alors, cette technique-là, finalement, d'enracinement, est une technique qui est très intéressante parce qu'elle touche vraiment cette notion de, qu'on pourrait appeler de notion de psyché-corps. Il y a une grande démarche thérapeutique qui existe en psychothérapie, qui s'appelle la psychothérapie corporelle ou le body mind, qui met en évidence cette notion que l'inconscient n'est pas simplement dans notre tête, mais il est dans notre corps. Il y a également Wilhelm Reich, qui est le père de cette approche-là, qui est un psychanalyste, qui a travaillé donc de pair avec Sigmund Freud pendant un certain nombre de temps, a vraiment pris un courant, à un moment donné, il s'est distingué, s'est dissocié des travaux de Freud en reconnaissant que le corps avait porté en lui les traces de cet inconscient que Freud reconnaissait comme étant quelque chose qui était plus comme dans la tête, en fin de compte, qui était plus de l'ordre de la perception psychique. Reich lui disait, ben non, c'est dans le corps aussi que ça se passe, et je pense que c'est une théorie qui est fort intéressante et qui est très riche, et quand on regarde ce que les guérisseurs, les chamans enseignent à travers depuis le début des temps, ben, quelque part, ils nous parlent aussi d'une conscience complètement corporelle, c'est-à-dire que le corps, justement, porte en lui les blessures émotionnelles. Alors, ce qui est intéressant aussi à découvrir, c'est que la physique quantique met en évidence que la conscience n'est pas uniquement reliée au cerveau, mais elle est délocalisée, c'est-à-dire elle appartient quelque part à tout le corps. Et quand on commence à observer un champ énergétique d'une personne, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la conscience qui anime le champ énergétique d'une personne, ben, quelque part, cette conscience-là, elle a donc une teneur qui lui est propre. C'est-à-dire que mon cerveau peut donc consciemment penser des choses, mais quand j'observe le champ énergétique d'une personne, ce que la personne pense dans son cerveau et ce que moi j'observe dans son champ énergétique qui peut l'animer, peut être complètement différente. Tout comme si je le fais sur moi, je peux constater que mon cerveau peut avoir des pensées, des réflexions, mais quand je fais des voyages dans mon propre corps, je découvre que dans mon propre corps, il y a donc des informations mémorielles, il y a des informations de sagesse et d'intelligence qui se trouvent présentes là et qui a pour objectif de me transmettre des connaissances qui vont me permettre de mieux m'ajuster à ma réalité, de mieux m'ajuster à l'expérience de vie que je suis en train de vivre. Donc, ça pour vous parler évidemment que cet fameux équilibre émotionnel, hein, cet équilibre émotionnel que l'on recherche tous, ben, il passe quand même par un regard sur ce qu'on porte en soi. Et la pratique de l'enracinement va nous donner l'opportunité, dans un premier temps, de découvrir justement que cette fameuse antenne qui est en soi, ben, quelque part, si l'énergie ne circule pas harmonieusement à l'intérieur de notre antenne, ben, c'est souvent parce que justement, d'une part, il y a des perturbations énergétiques qui peuvent être présentes, mais que ces perturbations énergétiques-là sont étroitement en relation avec des programmations mémorielles, c'est-à-dire des événements de notre vie qui ont pu justement perturber la circulation énergétique et qui vont empêcher donc la circulation énergétique de se faire adéquatement. Donc, la première chose qu'on peut se permettre de faire, c'est de pratiquer l'enracinement pendant au moins 7 jours. Et je vous invite donc à vous inscrire sur le site développementconscience.com afin que vous puissiez recevoir le module 1 de la formation en ligne que je propose sur la démarche de la pleine conscience intuitive. Et vous allez découvrir dans ce module 1-là deux versions de la pratique de l'enracinement, une longue et une courte. Moi, je vous invite à pratiquer la longue et de vraiment découvrir qu'est-ce que ça peut vous apporter pendant les 7 jours que vous allez la pratiquer. Très fréquemment, la pratique de l'enracinement, qu'est-ce qu'elle nous permet de découvrir dans un volet psycho-émotionnel? C'est apprendre à se tenir debout. C'est-à-dire que l'énergie de la Terre et celle du ciel vont circuler dans notre axe, et plus on la fait circuler, et plus elle circule harmonieusement en état de même, plus on constate qu'on est capable de se tenir debout. Se tenir debout, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas tomber. Hein? On dit souvent tomber en amour ou tomber amoureux. Tomber signifie quoi? Ça veut dire perdre de pied. Et perdre de pied, ça veut donc dire que mes frontières sont perdues parce que je tombe en amour. Et si je tombe en amour, ça veut donc dire que l'autre personne, quelque part, devient en quelque part une forme, elle habite d'une certaine façon mon espace, et ça veut donc dire quelque part que je perds mes frontières. Donc, dans la tradition chamanique, il est clair que la pratique de l'enracinement, d'un point de vue psycho-émotionnel, nous enseigne justement à renouer le contact avec nos frontières et à nous protéger justement de cette idée de tomber. Tomber, ça veut dire perdre de pied, ça veut dire perdre notre pouvoir, ça veut dire quelque part se retrouver dans un espace qui est défini par une relation. Et cet espace qui est défini par une relation, s'il n'est pas fait consciemment, ben, il va créer des dynamiques psycho-émotionnelles qui vont souvent entraîner ou nous faire reproduire des blessures émotionnelles que nous avons vécues quand on était enfant. Donc, l'important ici, c'est de bien cerner, je dirais,
cet apprentissage de se tenir debout pour justement être capable de s'assumer dans notre nature adulte en tant qu'être humain. Parce que c'est ça, quelque part, que la pratique de l'enracinement nous invite à faire. J'aimerais quand même maintenant vous parler des 7 blessures émotionnelles, puisque les 7 blessures émotionnelles nous donnent des informations sur la façon que l'on gère notre dynamique énergétique et nous donnent des informations aussi sur la façon que l'on gère nos frontières par rapport à notre entourage. Donc, quand on observe un champ énergétique, une des blessures qu'on va retrouver, la première blessure, c'est quand on est sur Terre, c'est cette possibilité, évidemment, de se retrouver dans une impression d'abandon. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être abandonné par mes parents. Je suis né sur Terre, puis j'ai pas eu l'impression que ma mère était là pour moi, ou j'ai pas eu l'impression que mon mère et mon père étaient là pour moi. Je me suis senti abandonné, je me suis senti finalement comme si j'existais pas. Donc, cette première blessure émotionnelle touche le chakra racine et touche aussi ce que moi j'appelle le bâtisseur. Le bâtisseur, ça fait partie d'une famille humaine. Hein, on a tous des composantes humaines en état de soi-même et il y a des gens qui ont des dominances par rapport à ça. On va les découvrir tous ensemble. Et une des premières dominances, c'est cette notion de bâtisseur. Le bâtisseur, c'est celui, à quelque part, qui a envie de se réaliser dans le monde terrestre. Il a envie de le faire en harmonie avec les lois terrestres, justement. Et je ne parle pas des lois humaines quand je dis ça. Les lois terrestres, ce sont les lois qui sont associées à la dimension terrestre dans laquelle je suis. Par exemple, je vis sur la planète Terre, donc il y a des conditions. La nature fonctionne d'une certaine façon. Alors, le bâtisseur va naturellement être très, très relié à ces règles-là, à ces lois-là, puis il va énormément avoir envie de s'adapter, de s'ajuster à ces règles-là, parce que lui, son objectif, c'est de se réaliser un monde terrestre, mais en accord avec la nature, en accord avec la vie, avec le grand V, j'entends. Alors évidemment, ça, c'est le bâtisseur dans son expression la plus noble, je dirais. Maintenant, quand on expérimente l'abandon, le bâtisseur qui expérimente l'abandon va souvent se retrouver dans une situation où il va avoir l'impression que cette nature noble que je viens d'exprimer, ben, il va en quelque sorte un peu la perdre parce que quelque part, son champ énergétique va être un peu déréglé dû à la blessure émotionnelle qu'il a vécue d'abandon. Il y a donc deux réactions possibles qui vont en résulter. Il y a une hyperactivité ou une hypoactivité qui va en résulter. L'hyperactivité signifiant que on met énormément d'énergie dans notre chakra racine parce que justement, on ne veut pas expérimenter l'abandon, donc on se révolte en quelque sorte. Ou encore, l'hypoactivité qui va nous mettre dans une position où on va finalement se retirer de cette zone-là en se disant, je ne veux plus vivre l'abandon, donc je vais fuir la région. Donc, ce sont deux réactions très humaines que je vous parle ici et qu'on va découvrir qu'à travers les 7 blessures émotionnelles, on va retrouver un petit peu ces réactions que je viens de nommer, c'est-à-dire un hypo et une hyper, donc qui vont se retrouver aussi dans chacune de ces blessures émotionnelles-là. Pour revenir sur le bâtisseur. Maintenant, si le bâtisseur expérimente donc cet état hyperactif dans lequel il y a beaucoup d'énergie dans le chakra racine qui va en résulter, ça veut donc dire quelque part que l'individu va d'une certaine façon se révolter concernant cette expérience d'abandon-là. Et pour rejeter l'abandon qu'il a vécu, ce qu'il va avoir l'impression qu'il a besoin de faire, c'est de s'incarner avec énormément d'intensité, de force et de puissance. Ça veut dire que cet individu-là va comprendre quelque part que lui, ce qu'il veut, c'est d'exister sur Terre, d'exister à tout prix sur Terre, parce qu'il ne veut pas revivre l'abandon. Donc, pour exister sur Terre à tout prix, il va être prêt à accepter de ne pas respecter les lois de la nature, pour justement s'incarner en tant qu'individu et de pouvoir justement démontrer à tous les êtres humains qu'on n'avait pas raison d'abandonner et qu'ils méritent à quelque part le respect. Et de quelle façon il va obtenir le respect? Mais c'est bien évident que c'est à travers l'accumulation matérielle, où il va chercher justement à faire valoir sa valeur par la valeur terrestre de ce qu'il est, donc en accumulant le maximum d'argent, en accumulant le maximum de biens. Alors pour lui, la réussite sociale sera hyper importante puisqu'il aura l'impression que c'est le seul moyen pour lui de ne pas expérimenter l'abandon. Alors que si on regarde l'hypoactif, ben l'hypoactif, évidemment, qui est donc une moins grande présence dans la région du chakra racine, mais c'est évident que cette personne-là, quelque part, qu'est-ce qu'elle va chercher à démontrer ou à manifester, c'est qu'elle va chercher justement à se retrouver dans une position où cette forme d'abandon-là va la mettre dans une position où elle n'a pas envie de s'incarner. Alors, quand on n'a pas envie de s'incarner, qu'est-ce qu'on fait? On cherche justement à développer une forme de dépendance avec notre entourage pour essayer de donner un sens à qui nous sommes, hein, dans le sens qu'on va chercher justement, comme on n'a pas d'être abandonné, on va essayer de s'accrocher aux gens, on va essayer de développer des agences, on va essayer de développer des relations avec notre entourage pour donner un sens à qui nous sommes, pour nous donner le sentiment quelque part que cette expérience de l'abandon, ben, on ne la revivra pas parce que justement, on va tout faire ce qu'il faut pour que les autres acceptent qui nous sommes. Donc, il y a quelque part quelque chose là-dedans
où toute cette valeur justement du bâtisseur va se manifester à travers évidemment cette volonté de plaire, de vouloir répondre aux attentes, aux demandes que l'extérieur peut avoir. Donc encore là, lui aussi ne va pas être nécessairement en harmonie avec les lois de la nature, parce que son objectif à lui, parce qu'il veut ne pas être abandonné, c'est de s'adapter socialement aux exigences terrestres et humaines qui sont associées donc à l'être humain. Donc on comprend ici que par exemple la société est une société de consommation dans laquelle nous sommes. Donc le bâtisseur qui est hypoactif, pour être aimé, ben, il va chercher justement ses talents de bâtisseur, il va chercher justement à les adapter à cette idée de la consommation pour que les gens soient contents de lui, pour que les gens soient satisfaits de lui. Il va donc être un bon second, il va être quelqu'un qui va accepter justement de se retrouver dans une position où il va travailler pour quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre-là va lui donner de la signification, de la valeur et lui, comme il ne veut pas être abandonné, ben, il va chercher à plaire à cet individu-là. Là, évidemment, c'est une caricature que je vous fais. C'est des scénarios caricaturaux dans lesquels je vous présente les choses, mais pour faire comprendre de quelle façon que cette première blessure émotionnelle va éloigner la nature du bâtisseur noble, on pourrait dire ça comme ceci, avec une dimension plus humaine qu'on va retrouver justement dans la vie de tous les jours, hein, puisqu'on constate évidemment qu'on vit dans une société où le bâtisseur, dans son expression la plus noble, c'est pas ce qu'on retrouve le plus fréquemment. On va davantage retrouver des êtres humains qui vont avoir des défis à relever qui sont davantage de l'ordre de l'hyperactif ou de l'hypoactif. Ensuite, si on regarde la deuxième grande blessure émotionnelle qui est reliée au chakra sacré, donc au deuxième chakra, c'est le rejet. Alors, le rejet, de quelle façon qu'il va prendre forme? C'est que quand je suis né sur Terre, j'ai appris, donc j'apprends à me reconnaître en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que femme, j'apprends à découvrir qui je suis. Et évidemment, en étant qui je suis, je n'ai pas choisi d'être qui je suis. Hein. J'ai des composantes psycho-émotionnelles que je découvre à mesure que j'évolue, que je progresse en tant qu'enfant. Et cette nature psycho-émotionnelle-là, évidemment, ben, j'espère, évidemment, dans un souhait idéal, que mes parents vont m'accueillir tel que je suis, c'est-à-dire qu'ils vont accepter ce que je suis. Si je suis peureux, si je suis craintif, si je suis pleurnichard, bon, si je suis courageux, bon, toutes les composantes psycho-émotionnelles de ma nature, je vais avoir envie que mes parents me valorisent, même si ça paraît être pas positif, être comment je suis. Et c'est là que le rejet peut être expérimenté, puisqu'évidemment, on sait que nos parents ne sont peut-être pas toujours en mesure d'accueillir tout ce que nous sommes, parce qu'eux-mêmes sont confrontés à devoir faire face quelquefois à des éléments qui les dérangent en nous, parce que ça vient les chercher en état d'eux-mêmes par rapport à certaines composantes qu'ils n'ont pas réglées. Et c'est là que le rejet va prendre forme. Et le rejet, bien évidemment, va entraîner cette fameuse réaction hyperactive ou hypoactive, comme je disais tout à l'heure. Alors, et ça va donc se manifester à travers le communicateur, parce que le chakra sacré est beaucoup en relation avec ce que moi j'appelle la communication. La communication, c'est-à-dire que moi, si j'ai une identité j'apprends à développer mon identité en tant qu'homme ou en tant que femme, je vais donc découvrir qui je suis. Et pour découvrir qui je suis, mais je dois être capable de me comprendre, de me connaître. Donc, la communication première que j'établis avec la conscience humaine, c'est avec moi-même. J'apprends à découvrir qui je suis et à communiquer avec moi. C'est la première communication que je vais développer. Et dans un deuxième temps, cette communication que j'ai avec moi-même va m'amener à être capable de communiquer avec mon entourage. Et cette communication-là va pouvoir justement amener une certaine forme d'authenticité avec moi-même et avec les autres, où je cherche à être le plus franc jeu possible dans mon échange avec moi et dans mon échange avec les autres. Cette communication authentique va me permettre donc de pouvoir favoriser une communication juste envers moi-même et envers les autres. C'est ça un peu l'objectif du communicateur dans son expression la plus noble. Maintenant, on sait évidemment que socialement parlant, l'être humain a un beau fantasme, une belle fantaisie autour de cette communication authentique, mais on sait aussi que c'est pas facile d'être authentique, puisque nous-mêmes, en tant qu'être humain, nous changeons et nous évoluons. Donc, nous ne sommes pas toujours. Aujourd'hui, nous avons une certaine conscience de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que cette conscience de nous-mêmes va toujours être la même, puisque les événements de la vie vont nous amener à changer en tant qu'être humain. Et ces changements-là vont faire que cette authenticité-là qui était hier vraie n'est peut-être plus aussi vraie aujourd'hui, puisqu'il y a des événements qui font qu'on évolue, qu'on change, on fait des prises de conscience, etc. Donc, toute l'expérience de l'être humain, c'est d'apprendre justement à reconnaître cette évolution, cette progression, et c'est ça qui demande justement cette forme d'authenticité d'une façon constante et continuelle que nous avons à manifester envers nous-mêmes, puisque la vie n'est pas figée, elle est en mouvement. Maintenant, donc, lorsqu'on vit cette blessure émotionnelle du rejet, ben, quelque part, on a donc des réactions donc hyperactives dans lesquelles on va rejeter, justement, c'est le cas de le dire, le rejet. On va rejeter l'expérience de la blessure émotionnelle qu'on a vécue en se disant je refuse ça. Et on peut aussi se retrouver dans une position où, dans un état d'hypoactivité, on va davantage, effectivement, se mettre dans une position, quelque part,
d'éloigner notre conscience de notre chakra sacré, parce qu'on ne veut pas habiter l'expérience de rejet, on ne veut pas la revivre. Ça va générer quoi? Dans le cas de l'hyperactivité, le communicateur hyperactif, pour éviter de vivre l'expérience du rejet, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va chercher justement, moi je l'appelle le manipulateur, pour faire une caricature encore une fois, hein, je ne veux pas qu'on tombe dans des jugements quand on dit des choses comme ça, mais le manipulateur, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'individu qui a compris quelque part que pour communiquer et obtenir ce qu'il veut, il a l'avantage à manipuler. Manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement de s'imposer aux autres. En s'imposant aux autres, il a beaucoup plus de chances d'obtenir des résultats de communication, de communiquer ce que lui ressent et ce que lui veut envers l'autre, que s'il se trouve dans une position justement où il ne s'impose pas. Donc, devant l'expérience de rejet, l'hyperactif va comprendre que pour éviter de vivre le rejet, il faut s'imposer aux autres, et en s'imposant aux autres, il parvient justement à convaincre les autres de ne pas le rejeter en quelque sorte. Alors, c'est là je vais donner un exemple très caricatural, le vendeur de souliers, ou le vendeur, tout simplement, qu'est-ce qu'il cherche le vendeur? C'est de vendre ce qu'il a à vendre. Alors, il ne se demande pas si nous, à quelque part, nous avons envie de ce qu'il propose. Il a envie, lui, de vendre, il a envie donc de convaincre la personne qui est devant lui qu'il doit acheter. Alors, vous voyez que c'est là qu'on tombe, on n'est pas dans une relation d'authenticité. On est dans une relation à quelque part où je suis connecté avec mes besoins et mes besoins font que j'ai envie de vous vendre quelque chose et je me fous de savoir si vous êtes intéressé ou pas. Alors, je fais des caricatures en vous disant tout ça. Hein. Je ne dis pas que tous les vendeurs ont cette façon de fonctionner-là, mais c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue des intérêts que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, souvent, on peut constater qu'il y a certains types d'individus qui vont avoir une volonté d'imposer quelque part leur vision des choses parce qu'à quelque part, ils ont le sentiment que c'est comme ça qu'ils peuvent parvenir à obtenir leur fin. Alors, c'est ça qui va donc se manifester chez le communicateur hyperactif, c'est-à-dire qu'il va être un peu plus manipulateur dans le sens qu'il a envie, lui, d'imposer à quelque part sa vision des choses pour obtenir, évidemment, ce que lui souhaite. Hein. C'est quoi ses intérêts? Ben, c'est ça qu'il va chercher à imposer. D'un point de vue social, on retrouve ça beaucoup dans la publicité. La publicité, quelque part, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? C'est de nous vendre quelque chose. Elle va le faire d'une façon très... elle ne va pas nous l'imposer d'une certaine façon, mais elle va faire en sorte de nous l'imposer en quelque sorte aussi. Par le fait qu'elle soit là, la publicité, hein, qu'elle soit là à répétition. Elle va aussi nous vendre l'idée que le produit en question est un produit inestimable, extraordinaire, fantastique. Jamais on va nous dire hein, c'est quoi les défauts de l'objet en question, de ce qu'on cherche à promouvoir. Donc, vous voyez qu'il y a toute cette notion, quelque part, d'une certaine façon, de trafiquer l'information qui va faire qu'on va donc finalement convaincre que le produit qui est là, mais c'est le produit merveilleux qu'il faudrait acheter. Donc ça, c'est vraiment pour le communicateur dans le sens hyperactif. Chez l'hypoactif, qu'est-ce qu'on va retrouver comme communicateur? Bien évidemment, c'est celui justement qui n'a pas envie à quelque part de vivre l'expérience de rejet et qui est dans un état d'hypoactivité. Donc, c'est dans un état quelque part où il est beaucoup plus connecté avec lui-même. Et il est beaucoup plus connecté avec lui-même dans le sens que justement, il a une forme de renfermement, j'irais jusqu'à dire, sur lui-même, hein, parce qu'à quelque part, lui a compris justement qu'il ne fallait pas dévoiler qui on était, parce que si on dévoilait qui on était, on allait être rejeté. Donc, c'est quelqu'un qui va souvent jouer un rôle faux, hein, c'est-à-dire qu'il est faux parce que ce qu'on voit de lui, c'est une facette de lui, mais c'est une facette de lui qui exprime j'ai peur d'être rejeté. Donc, je me conforme à ce que vous voulez que je sois. Mais fondamentalement, je ne suis pas ça. Je suis quelqu'un d'autre. Mais comme je ne veux pas être rejeté, je vais montrer quelque part ce que vous voulez voir. Donc, vous voyez que dans ce sens-là, lui non plus, il n'est pas authentique parce que lui, il cherche simplement à se conformer. Et quand on regarde socialement parlant comment la société fonctionne, on sait qu'on est beaucoup de gens qui ont appris à quelque part à se conformer, à être en quelque sorte un communicateur hypoactif, c'est-à-dire à comprendre que si on dévoile qui on est vraiment, on va pas être bien reçu, on va être rejeté, donc on va se conformer socialement, on va faire ce que les autres veulent que l'on fasse pour acheter la paix. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est un autre piège qu'on va retrouver, qui nous éloigne toujours, évidemment, de cette authenticité qui est l'objectif ultime chez le communicateur, chez une personne qui a un chakra sacré bien équilibré. On va retrouver donc une dimension psycho-émotionnelle en accord avec cette nature d'authenticité, justement. Donc voilà, donc la troisième blessure émotionnelle, c'est associé au chakra solaire. Et le chakra solaire, évidemment, c'est toute cette volonté que l'on a en tant qu'être humain de développer une certaine puissance. Hein, la puissance, justement, qui est générée par la reconnaissance. Hein, la reconnaissance que moi, je me donne à moi-même par rapport à certaines compétences que je peux avoir ou que les autres me donnent une certaine compétence et je constate que cette compétence-là me fait du bien
qu'elle soit reconnue parce qu'elle me donne le sentiment de puissance et de force. Par exemple, si je suis très bon, un petit garçon ou une petite fille qui est très bon dans les sports et que les parents la valorisent énormément là-dedans, ben, l'enfant va se sentir puissant parce que justement, on le valorise dans le sport. Donc, il va avoir l'impression justement de développer une certaine puissance guerrière, on pourrait voir ça comme ça, qui va lui donner le sentiment qui est important. Si le petit garçon, la petite fille est très très beau et qu'on valorise beaucoup sa beauté physique, par exemple, bien évidemment, cet enfant-là va développer une certaine puissance parce que justement, il reconnaît à quelque part que la beauté est une puissance, quelque chose qui peut lui servir, et il va donc développer sa personnalité autour de cette facette-là qu'on lui a enseignée, lui était positive. Un enfant, par exemple, on pourrait le trouver hyper intelligent, et parce qu'on le trouve hyper intelligent, bien évidemment, on va le valoriser beaucoup là-dedans. Et encore là, l'enfant pourrait développer un pouvoir en reconnaissant qu'il est intelligent et qu'il peut donc déployer un certain pouvoir, une certaine puissance, une certaine force grâce à cela. Donc, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, mais c'est pour vous comprendre que, à travers justement donc le développement de l'enfant, le plexus solaire va nous permettre de reconnaître qu'on a une certaine puissance, une certaine force, une certaine capacité justement de valoriser, de faire valoir qu'on est plus important que les autres parce qu'on a justement été valorisé, reconnu selon certaines facettes de notre être. Alors évidemment, la blessure qui va être associée justement au guerrier, c'est la position de l'humiliation, c'est-à-dire que, par exemple, quand on se fait mettre la barre bien haute, hein, par exemple dans le sport, et qu'on se fait valoriser énormément dans le sport, puis que finalement on arrive à un certain échec dans le sport, par exemple, bien évidemment, nos parents pourraient être déçus et pourraient nous faire valoir leur déception, même s'ils ne le veulent pas, et nous, on pourrait se sentir humiliés là-dedans. Donc, la blessure émotionnelle du guerrier, du plexus solaire, c'est l'humiliation, c'est-à-dire cette espèce d'impression qu'on m'a mis sur un piédestal, mais que finalement, ce piédestal-là, c'est pas tout le monde qui me met là. Hein, par exemple, ça peut être mes parents qui peuvent m'enlever de là à un moment donné parce qu'ils sont déçus de moi, mais ça peut être aussi dans des relations, dans des échanges avec des amis, etc., où ce sentiment d'importance va m'être enlevé quelque part parce que justement, je ne serai pas à la hauteur. C'est là que l'humiliation va s'exprimer, qui va m'amener donc à vivre une certaine souffrance. Alors, le guerrier, dans son expression la plus noble, pour mettre en évidence le plexus solaire dans son expression la plus noble, c'est l'individu justement qui a reconnu qu'il y avait une puissance, qu'il y avait une force, mais qui a reconnu que cette puissance, cette force-là ne signifiait pas qu'on était obligé à quelque part de dominer notre entourage. C'est pas obligatoire qu'on soit obligé de dominer notre entourage parce qu'on est fort. On peut être fort tout en reconnaissant la force et la puissance que les autres peuvent avoir. Et à ce moment-là, on peut donc développer ce que j'appelle des relations, à quelque part, ce qu'on pourrait appeler une genre d'équipe. Une équipe, c'est quoi? C'est un leader qui est un peu un guerrier, une énergie du plexus solaire, et ce leader-là va reconnaître effectivement qu'il peut former une équipe, et cette équipe-là peut l'amener justement à déployer une certaine puissance, une certaine force, pour être capable d'être plus performant. Alors, la compétence du guerrier, c'est vraiment celle-là, c'est d'être capable de reconnaître qu'il a une certaine puissance et une certaine force, et que s'il sait bien jouer cette puissance, cette force-là, qu'il sait bien collaborer avec les gens autour de lui, il peut parvenir donc à déployer une certaine puissance qui va lui donner l'opportunité d'être encore plus fort et plus puissant. C'est un peu ça qu'on pourrait dire dans l'expression la plus noble du guerrier. Maintenant, quand on regarde l'hyperactif et l'hypoactif du guerrier, ben, l'hyperactif va finalement générer énormément d'énergie dans le plexus solaire parce que justement, il refuse l'humiliation. Et ce que ça va générer, évidemment, chez le guerrier, dans un cas comme celui-ci, comme on refuse l'humiliation, ben, on est dans une relation d'autorité et de domination envers notre entourage. On veut montrer à tous et chacun qu'on est plus fort, qu'on est dominant, qu'on ne se laissera pas faire et que personne ne va nous marcher sur les pieds parce qu'on est plus fort et mieux que tout le monde. Donc, une espèce de relation d'autorité, de pouvoir, de despotisme, j'irais jusqu'à dire, qui va nous amener donc à vouloir constamment chercher d'une certaine façon à humilier les autres. Hein, parce qu'inconsciemment, la peur de l'humiliation peut générer en nous cette volonté de montrer aux autres qu'on est beaucoup plus fort que les autres et on peut chercher justement à les humilier pour cette raison-là. Donc, vous voyez que c'est un peu le guerrier dominant que ça va faire. Donc, un guerrier, à quelque part, qui a envie, justement, de montrer constamment qu'il est plus fort que les autres et que les autres, finalement, sont toujours plus faibles. Donc, ça génère les conflits, ça génère les combats, ça génère, quelque part, les guerres, hein, que ce comportement-là. Et on retrouve amplement cette dynamique-là dans la société aujourd'hui. Beaucoup de gens, à quelque part, ont cette volonté de dominer les autres parce qu'ils ont conscience que s'ils ne sont pas dominés, ils vont être dominés. S'ils ne sont pas dominants, ils vont être dominés. Alors, je pense que c'est ça, quelque part, qu'on retrouve beaucoup dans la société. On fonctionne avec une série d'êtres humains qui sont d'une nature plus dominante, qui ont envie, justement, de dominer les autres parce qu'ils ont compris que s'ils ne dominent pas, ils vont être dominés, ce qu'ils n'ont pas envie d'expérimenter. L'autre facette, évidemment, qu'on retrouve chez le plexus solaire, c'est l'hypoactif, qui, lui, va être justement un peu plus le dominé, c'est-à-dire celui qui a compris, à quelque part, que comme il ne veut pas habiter
le plexus solaire, il ne veut pas revivre l'humiliation, mais il va accepter, lui, de se mettre dans une position en retrait, en se disant, ben moi, je veux pas de problème, je veux pas être un leader, je veux pas être un meneur, je veux me retrouver derrière le meneur et je veux, quelque part, pas faire de bruit, pas déranger, donc je vais être dominé. Je vais accepter d'être dominé, je vais être un collaborateur, mais un collaborateur qui est dominé, c'est-à-dire un collaborateur qui n'a pas la même équité, la même valeur que celui qui est le dominant. Le dominant fait bien comprendre à celui qui est dominé qu'il est en dessous. Et dans ce sens-là, celui qui est dominé ben, doit accepter la position d'être en dessous, donc d'être dans une position, non pas d'humiliation, mais une position dans laquelle il va accepter donc d'endurer la position de leader, de dominant sur lui. Donc, vous voyez, c'est un peu la démarche qu'on retrouve et socialement, on retrouve beaucoup ça. Hein. Il faut comprendre qu'il y a donc une série d'êtres dominants, puis on est une collectivité aussi d'êtres humains qui sont dominés, qui acceptent donc à quelque part d'être dans une position où ils ne pourront pas finalement manifester cette puissance qu'ils ont en eux, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils se soumettent à des gens qui ont une domination sur eux, une puissance ou un pouvoir sur eux. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait voir cela. Donc, si on regarde maintenant la quatrième grande blessure émotionnelle, c'est relié au cœur. Donc, le cœur, c'est dans le développement humain, c'est l'apprentissage de l'individu qui apprend de plus en plus à reconnaître qui il est. Hein, on est en train de cheminer dans le développement humain. On a appris donc à développer au niveau du plexus solaire cette puissance, cette force. Et dans le cœur, on apprend donc à accueillir qui nous sommes. Accueillir qui nous sommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire de reconnaître qui nous sommes, de l'accepter, de nous aimer tel que nous sommes. Et parce que nous nous aimons tel que nous sommes, ben, quelque part, on a envie de servir la société, non pas d'accord avec ce que la société voudrait que l'on fasse, ou voudrait que l'on soit, mais d'accord avec ce que nous, on est au profond de notre être. Donc, le cœur correspond en quelque sorte à l'étape de l'adulte en soi. L'adulte, c'est l'individu qui commence à prendre conscience qu'il peut être un homme, une femme, à part entière, en accord, en acceptation avec qui il est, et qui a envie donc de donner à la société sa propre couleur, sa propre perception de ce que lui a envie d'amener à la société pour la rendre meilleure, la société finalement. Donc, le chakra du cœur est beaucoup relié donc au serviteur. Le serviteur, bien évidemment, c'est quelqu'un qui est au service des autres, mais pas aveuglément, c'est-à-dire pas dans une position de soumission ou d'obligation. Il le fait parce qu'il a envie de servir, mais d'une façon noble, en reconnaissant son champ de compétences, en reconnaissant ce qu'il peut amener à la société et en le donnant, l'apportant dans un contexte de service, mais dans un contexte de respect de soi. Ça, c'est vraiment le serviteur dans son expression la plus noble. Maintenant, quand on regarde l'hyper et l'hypo reliés donc au serviteur, on comprend que la grande blessure émotionnelle qui est reliée au chakra du cœur, c'est la trahison. Donc, évidemment, moi, en tant qu'être humain, je peux avoir envie d'apporter ce que j'ai de plus beau à la société, mais ça ne veut pas dire pour autant que la société va accueillir, accepter ce que j'ai de plus beau à apporter à la société. Elle peut très bien, quelque part, me trahir, hein, dans le sens de ne pas me donner l'opportunité de pouvoir explorer, de pouvoir expérimenter, de pouvoir manifester quelque part ce que j'ai de mieux à offrir. Donc, cette trahison-là, évidemment, va m'amener donc à vivre l'hyper et l'hypo. Dans un contexte de trahison, quand je suis dans un état d'hyperactivité, cette trahison-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va me mettre dans une position de réaction, hein, quelque part. Hein. Je vais donc réagir à cette trahison-là, me disant, ça ne se passera pas comme ça. Et de quelle façon que ça ne se passera pas comme ça? Alors, quand on regarde dans le cas de l'hyperactivité du cœur, ben, l'hyperactivité du cœur, quelque part, me met dans une position où, comme je n'ai pas envie, quelque part, d'expérimenter la trahison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire, quelque part, pour être en contact avec mon entourage, à me donner à 100%, à me donner à 200%, 300%, 500%, pour que justement les gens soient capables de me donner finalement, euh, de me donner quelque part raison, quelque part que je ne serai pas trahi, hein, parce que je veux tellement, tellement, tellement être en harmonie avec eux, je veux tellement être à leur service que je vais finalement me retrouver dans une position où je vais complètement me perdre dans les autres. Et les autres, ben, quelque part, ben, j'ai le sentiment ou j'ai l'impression que je ne serai pas trahi de cette façon-là. Alors évidemment, il y a un risque élevé que je sois trahi dans ces conditions-là, mais la stratégie que j'ai adoptée dans le cas de l'hyperactivité, c'est de rejeter la trahison en m'investissant dans cette nature de service que j'ai en moi et en me donnant beaucoup trop vers l'extérieur, en devenant finalement quelqu'un qui est beaucoup trop orienté vers l'extérieur et en me perdant en quelque sorte de cette façon-là. Et ça, on retrouve ça dans la société, encore une fois. Il y a des gens de service, hein, des gens qui vont donner sans compter, par exemple. Alors ça, c'est vraiment un peu l'hyperactif dans ce cas-ci. L'hypoactif va générer quoi? Mais c'est un peu la fermeture du cœur qui va se faire dans le cas de l'hypoactif pour éviter la trahison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui, à quelque part, qui ne donne rien. Alors, le dominant, l'hyperactif, dans le cas du serviteur, donne tout. Dans le cas de l'hypoactif, il donne rien, c'est-à-dire qu'il prend tout.
Alors lui, il veut pas rien donner, donc il veut simplement qu'on lui donne sur un plateau d'argent tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il veut, etc. Il a compris que pour éviter de vivre la trahison, il fallait fermer son cœur, et il fallait justement ne plus se mettre dans une position d'ouverture, et c'est comme ça, quelque part, qu'il va développer une vie dans laquelle il va être constamment dans un processus de preneur. Alors, il y a des donneurs, qui sont dans le cas de l'hyperactif, c'est beaucoup les gens qui se donnent, et dans le cas de l'hypoactif, ce sont vraiment les gens qui vont prendre, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas se mettre dans une position de donner, puisque c'est là qu'ils pourraient vivre la trahison. Donc, ils vont prendre, en sachant justement qu'en prenant, ils vont éviter de se retrouver dans une position de trahison. Donc, vous voyez que encore là, on retrouve évidemment dans la société des gens qu'on peut dire généreux qui donnent beaucoup et des gens qui vont davantage prendre. C'est quelque chose qu'on retrouve encore là socialement dans la collectivité humaine. Donc, l'expression noble de ça, mais évidemment, vous l'avez compris, c'est le serviteur qui va reconnaître qu'il peut justement assumer qui il est et donner à la société ce qu'il a le plus beau à offrir. Et c'est ça un peu l'expression la plus noble, la plus ultime dans le cas du serviteur. Donc, du chakra du cœur. Chakra de la gorge maintenant, donc la 5e grande blessure émotionnelle. Donc, le chakra du cœur, de la gorge plutôt, c'est le créateur qui est associé à cela. Dans le processus individuel de l'être humain, on est devenu un adulte et cet adulte-là, quelque part, reconnaît qu'il a il a une particularité qui est en lui, c'est des inspirations créatrices. Nous avons tous des inspirations créatrices et ces inspirations créatrices, elles nous font de nous un individu qui a une vision d'un monde meilleur. Alors, le créateur, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu, justement, qui est capable d'amener sur Terre des expressions créatrices qui ont pour objectif, donc, d'amener un monde meilleur. D'amener un monde meilleur dans le sens d'amener de nouvelles visions du monde, des nouvelles inventions, des nouvelles musiques, des nouvelles créations, etc., qui vont avoir pour objectif d'améliorer le monde. C'est ça un peu l'objectif du créateur, c'est d'amener quelque chose de plus positif, de plus constructif sur Terre. Et dans ce sens-là, le créateur est connecté vraiment avec l'énergie du ciel, avec les inspirations créatrices, avec le processus d'évolution de la conscience humaine. Il y a vraiment cette nature-là chez lui très, très développée. Donc, le créateur, c'est un individu qui est individualiste, qui est capable donc d'assumer sa créativité, qui est capable d'assumer son inspiration créatrice et de lui donner une forme dans le monde terrestre. Et dans ce sens-là, l'expression noble du créateur, c'est d'amener donc cette inventivité-là sur Terre pour faire évoluer, faire progresser l'humanité. Ceci dit, la grande blessure émotionnelle du créateur, c'est l'injustice individuelle. L'injustice individuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'individu, j'ai beau amener quelque chose de très beau sur Terre parce que j'ai une créativité qui est très, très riche, ça veut pas dire que la société va accepter ou accueillir cette créativité-là, parce que la société va peut-être la rejeter. Peut-être parce que je suis trop en avance sur mon temps, parce que ma créativité est trop originale, parce que ma créativité ne tient pas compte d'intérêts financiers, etc. Vous voyez, il y a plein de raisons à ce qu'une créativité ne soit pas accueillie ou acceptée. Il suffit de penser justement à des gens qui arrivent avec des idées trop novatrices, trop nouvelles. Alors, ils sont en avance de leur temps, on va dire. Et ces gens-là, qui sont en avance de leur temps, ben, ils ne vont pas être applaudis. Ils vont simplement être rejetés très fréquemment. Ils vont être simplement pas reconnus parce qu'on va considérer quelque part que leurs idées ne sont pas comprises. Alors, il suffit de penser par exemple à Einstein qui a pris énormément d'années avant d'être compris parce que ses théories, quelque part, étaient trop en avance sur son temps. Donc, même les physiciens de l'époque n'étaient pas capables de conceptualiser ce qu'ils racontaient parce qu'ils n'étaient pas en mesure, justement, de connecter avec cette créativité qu'il avait en lui. Donc, ça prend un certain temps avant qu'il arrive à le comprendre. Donc, vous voyez que, socialement parlant, donc, le créateur se trouve dans une position qui n'est pas toujours facile à assumer, puisqu'il arrive avec une puissance créatrice, génératrice de nouveautés, mais cette nouveauté-là va bousculer les croyances populaires, va bousculer un peu ce qu'on voyait qui était figé, et ça va obliger quelque part la société donc à devoir se positionner par rapport à cette créativité-là, et ça ne sera pas toujours accueilli ou accepté parce que le changement n'est pas souvent bien accueilli par la collectivité humaine. Donc, il y a donc la réaction d'injustice qui va en résulter, qui va créer une hyperactivité ou une hypoactivité. Donc, l'hyperactif chez le créateur, ça va faire quoi? Mais évidemment, devant l'injustice, lui, le créatif, peut se retrouver dans une position où il se dit, bon, ben, je ne suis pas accepté, je ne suis pas accepté. Ce que je vais faire, c'est que je vais finalement, un peu comme si ma conscience allait exploser, hein, je suis dans la blessure de l'injustice, et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir plein d'idées, plein de projets, plein de créativité, mais comme j'ai peur d'être dans une me retrouver dans l'injustice, mais ce que je vais faire, c'est que je vais avoir plein d'idées, plein de projets, mais je n'arriverai pas à les réaliser sur Terre. Je n'arriverai pas à les concrétiser. Je vais avoir des idées, mais je n'arriverai pas à les rendre dans le monde terrestre parce que justement, je suis convaincu que ça ne sera pas bien accueilli, qu'il y aura donc un rejet, un refus, une injustice, donc je ne vais pas les réaliser. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être un peu
un peu comme l'inventeur, un peu hurluberlu, pourrait-on dire, qui a plein d'inventions, plein de créativité, mais il ne se préoccupe pas, lui, justement, à chercher à donner à la créativité qu'il a l'opportunité de pouvoir être reçu socialement parlant. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui va chercher donc à avoir plein d'idées, à avoir plein de projets, plein de trucs, mais va avoir de la difficulté à les finaliser, à leur donner une forme terrestre finalement, parce que cette injustice-là va l'avoir profondément blessé. Quand on regarde l'hypoactif maintenant chez le créateur, bien évidemment, c'est l'individu qui va s'être déconnecté de sa créativité. C'est quelqu'un, par exemple, qui pourrait très bien être routinier. Le routinier, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui accepte justement de se retrouver dans une position où il n'ose pas reconnaître quelque part sa créativité d'aucune façon. Donc, il va être routinier. Il se lève le matin à telle heure, il fait sa journée d'une certaine façon, il se couche à telle heure ensuite, il recommence le lendemain, et ainsi de suite. Donc, aucune créativité, c'est toujours un peu la même chose qu'il revit. Alors ça, c'est un individu qui va rejeter sa créativité de peur de revivre une injustice, justement. Donc voilà pour la créativité. Le chakra frontal qui touche le philosophe. Le philosophe, c'est donc l'individu justement qui, dans la progression humaine, reconnaît quelque part qu'il a une intuition qui est en lui, c'est-à-dire que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche se synchronisent. Cette synchronisation des hémisphères, ça veut donc dire que les deux cerveaux fonctionnent ensemble, la raison et l'intuition sont en collaboration, et cette collaboration permet à l'individu de développer une position de témoin, et cette position de témoin lui permet d'observer toute chose, mais avec une certaine forme de sagesse et d'intelligence. Un peu comme un grand sage qui comprend la vie. Alors, on va voir un grand sage en lui posant des questions, en lui demandant pourquoi ceci, pourquoi cela, et le sage est capable de comprendre la question que l'on lui pose, est capable de nous éclairer sur les questions qu'on lui pose, parce qu'il a une conscience des choses que nous n'avons pas. Donc, le philosophe, c'est vraiment ça, dans l'expression la plus noble, c'est un individu qui a une connaissance de la vie parce qu'il comprend quelque part, derrière les apparences de la vie, il est capable de communiquer, de contacter la sagesse intelligente de l'univers pour comprendre justement ce qui se cache derrière les événements de la vie qui peuvent paraître effectivement, bon, malencontreux ou bien heureux, qu'importe. Le sage, lui, va comprendre derrière tout ça, il va expliquer justement le processus. Donc, il est doté de sagesse. Évidemment, la blessure émotionnelle qui est associée à ce sage-là, c'est l'injustice sociale. Alors, l'injustice sociale, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on est un être, un grand sage, souvent, on va se retrouver dans une position d'influence. C'est-à-dire que si je suis un être de sagesse, je suis capable d'influencer la collectivité et d'amener la collectivité à prendre conscience de la sagesse qui anime mon être. Et cette sagesse-là qui anime mon être va faire que ces gens-là que des gens autour de moi vont avoir envie de se retrouver avec moi parce que justement, ils vont avoir envie de me suivre, parce qu'ils vont me faire confiance, parce qu'ils vont constater que je suis quelqu'un qui a un aura particulier, une énergie particulière, et que ces gens-là vont avoir envie de se retrouver avec moi. C'est un peu le concept des grands mouvements, hein, les mouvements philosophiques, les mouvements spirituels, les mouvements religieux. C'est des mouvements quelque part qui vont faire qu'une collectivité va prendre forme, et cette collectivité-là va donc avoir une appartenance à une pensée philosophique associée à un individu fréquemment. Alors évidemment, la blessure de l'injustice sociale va être attribuable au fait que la société, devant une collectivité qui a une certaine foi, un certain mouvement spirituel, un mouvement religieux, etc., il y a une collectivité qui peut rejeter ce mouvement-là. Et le rejeter, ce n'est pas déterminé par la sagesse ou la non-sagesse de l'information qui est retransmise, c'est plutôt par un processus de force. Hein. Je donne des exemples. La religion catholique, par exemple, elle a pendant une certaine époque, manifester une certaine forme d'autorité religieuse en se disant, ben voilà, au nom de Jésus, au nom de la religion, au nom de ce mouvement-là à lequel nous adhérons, nous pouvons tuer des gens, nous pouvons exterminer des gens, nous pouvons manifester la violence pour dominer d'autres collectivités qui ont d'autres foi ou d'autres croyances. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je donne. Ça veut donc dire justement que c'est une forme d'injustice sociale qui en résulte, puisque ces gens-là qui ont une pensée philosophique, une pensée religieuse différente de d'autres êtres humains, ne méritent certainement pas quelque part qu'on les extermine, par exemple. Malheureusement, dans l'histoire humaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de moments où il y a eu des moments comme ceux-là ont été vécus. Donc, l'injustice va entraîner donc une hyperactivité ou une hypoactivité, comme je disais tout à l'heure. Et l'hyperactivité du chakra frontal ou du philosophe va donc générer une pensée, évidemment, c'est un être qui, le philosophe va devenir hyperactif, c'est-à-dire que devant cette injustice sociale, cet individu-là va donc manifester une pensée peut-être trop orientée sur l'aspect intuitif. Il va être donc davantage connecté avec le ciel et peu connecté avec le monde terrestre. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être justement perdre, je dirais ça comme ceci, perdre une certaine forme de notoriété parce que justement, en étant trop connecté avec le monde intuitif, il va donner trop d'importance à ce monde intuitif-là, trop d'importance au monde
spirituel, je dirais, et il va quelque part donc perdre un peu pied par rapport au monde terrestre, c'est-à-dire que les gens vont le regarder et dire, ce gars-là, il est complètement parti, il a des idées quelque part un peu folles, des idées quelque part qui sont trop spirituelles, qui ne sont pas reliées à la terre, qui ne sont pas reliées à la dimension pratique. On ne voit pas quelque part c'est quoi l'intérêt de ce qu'il enseigne parce qu'on ne voit pas l'utilité dans le monde terrestre. Vous voyez, devant la blessure émotionnelle, le philosophe peut effectivement devenir trop intuitif, trop connecté avec l'intuition, trop connecté justement avec des réalités quelque part trop perchées, pourrait-on dire, et pas suffisamment relié au monde terrestre. Et c'est évidemment essentiel lorsqu'on est un philosophe que si on veut aider les gens, qu'on soit capable non pas seulement de leur donner un enseignement, par exemple, dit spirituel, mais trop spirituel, mais un enseignement qui va permettre aux gens de donner aussi à leur vie, de comprendre quelque part comment leur vie à eux peut être enrichie par la connaissance ou l'enseignement qu'on leur donne. Donc, vous voyez que c'est ça un peu la clé qu'on retrouve chez l'hyperactif, c'est quelqu'un qui va souvent perdre un peu pied par rapport justement à cette dimension terrestre, il ne va plus la valoriser dû à la blessure. C'est un peu comme s'il rejetait un peu, en fin de compte, le monde terrestre en se disant, ben voilà, on me rejette, c'est une injustice incroyable, donc moi, j'aime mieux faire confiance au monde du haut et je vais plus valoriser ce monde-là, je vais plus valoriser le monde humain. Ça, c'est une réaction qui peut se manifester. L'hypoactivité va créer quoi? Ben, va créer un peu ce que j'appelle, moi, le scientifique. Le scientifique va finalement pas prendre de risques, il va simplement chercher à faire valoir ce que l'humanité a découvert jusqu'à maintenant. Donc, tout son discours va reposer sur la réalité, les faits de ce qui a été démontré scientifiquement jusqu'à maintenant par l'être humain. Donc, c'est quelqu'un qui va être un petit peu borné parce qu'il va se protéger tout le temps sur ah ben ça, tu me dis quelque chose, mais ça n'a pas été démontré par l'être humain, donc je ne peux pas adhérer à ça, je ne peux pas reconnaître ça, parce qu'à quelque part, l'être humain n'a pas fait la preuve encore de ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment celui à quelque part qui se cache derrière un peu le savoir humain pour, d'une certaine façon, éviter de se retrouver dans une position de danger, puisque renouant en contact avec la dimension du philosophe, la dimension équilibrée du philosophe, il se retrouverait dans une position de danger, puisqu'il devrait assumer cette forme de sagesse qui n'est pas reconnue par la dimension humaine, mais qui nous ouvre la porte vers quelque chose de plus vaste que soi. Et c'est là, quelque part, que lui va s'arrêter pour se protéger, justement. Donc voilà, ça c'était pour le philosophe. Le septième, maintenant, c'est le spirituel, qui est le septième, c'est le chakra couronne. Et dans l'hiérarchie humaine, bien évidemment, le chakra couronne va nous mettre en liaison avec ce qu'on pourrait appeler la liaison très étroite avec l'univers immensément vaste, c'est-à-dire que le spirituel est en une réalisation spirituelle. Il est dans une relation avec le monde spirituel de façon constante et continue. Il est constamment en liaison avec cette réalité-là. Et il a atteint un niveau de réalisation dans le sens qu'il a atteint quelque part un sentiment de compréhension quelque part de la raison d'être de son existence et il cherche à s'harmoniser pleinement à cette réalisation-là, à ce que l'univers lui demande de faire. Donc, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement connu, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait des grandes choses, c'est quelqu'un qui le fait dans l'humilité, qui le fait dans le silence, j'irais jusqu'à dire, parce qu'il n'a rien à prouver, il n'a rien à démontrer humainement parlant, il est directement connecté avec le monde du haut et il cherche simplement à s'harmoniser à ce monde-là pour être vraiment en accord avec celui-là, ce monde-là, et de faire ce qu'il doit faire tout simplement. Donc, c'est vraiment dans l'expression la plus noble du spirituel. Bien évidemment, il y a une injustice une émotion également, une blessure émotionnelle qui va être associée donc au spirituel, qui est l'injustice religieuse, spirituelle, plutôt, excusez-moi, l'injustice spirituelle, qui indique justement que cet être humain qui est en harmonie pleinement avec l'univers devrait donc aspirer à être à bénéficier quelque part d'une certaine forme de récompense, entre guillemets, hein, et souvent, malheureusement, il pourrait se retrouver dans une position où justement non seulement il ne reçoit pas de récompense, mais il reçoit de la souffrance. Alors je pense à Jésus, par exemple, quand on regarde les écrits bibliques, on constate que Jésus s'est retrouvé dans une position où il a des fois douté de la foi, de sa propre foi, en ayant l'impression qu'il était abandonné. Alors justement, cette injustice spirituelle, c'est ça. C'est le sentiment qu'on est abandonné et l'abandon, quelque part, nous amène donc à avoir une hyperactivité ou une hypoactivité qui va en résulter. Donc l'hyperactivité va créer quoi? Mais ça va créer effectivement quelqu'un qui va avoir le sentiment justement que comme il est abandonné par Dieu, ben il va se dire ben moi j'ai pas besoin de Dieu pour moi exister, je te veux vous montrer que c'est moi Dieu. Et quand on se met dans cette position de c'est moi Dieu, c'est un peu comme une forme de force égoïque qui se manifeste, qui nous amène à vouloir montrer à quelque part qu'on est aussi puissant que Dieu. Et c'est là, évidemment, qu'on va constater que les mouvements sectaires peuvent prendre forme. C'est-à-dire un individu qui a un grand pouvoir spirituel va s'attribuer le rôle
d'un être spirituel véritablement, qui a un certain pouvoir, une certaine puissance, une certaine grandeur, et il va avoir vraiment l'impression qu'il peut se donner la permission justement de créer un mouvement, par exemple, religieux, spirituel, etc. Et ce mouvement-là va vraiment répondre à ses propres envies, sa propre vision, ses propres façons de voir les choses, parce qu'il va s'approprier le droit de se dire je suis Dieu. Donc, évidemment, c'est là qu'on retrouve vraiment des égarements quelquefois, parce que justement, comme cet individu-là est dans une forme de puissance égoïque, hein, il est dans le narcissisme à plein, hein, en fin de compte, parce qu'il s'est attribué le droit de dire ben, je suis Dieu, parce que l'injustice à quelque part spirituelle, on m'a abandonné, ben moi, je vais vous montrer quelque part que moi, je ne m'abandonnerai pas, et moi, je vais me valoriser, moi, je vais me donner la lumière, et je vais vous montrer quelque part que je suis Dieu. Et c'est là, évidemment, qu'on peut comprendre que des gens qui vont suivre cet individu-là pourraient, évidemment, le suivre, parce que c'est un être d'influence, un être qui a une certaine connaissance spirituelle, mais c'est un être malheureusement qui est dans la tromperie envers lui-même, puisqu'il a négligé quelque part d'accueillir quelque part cette blessure qu'il a en lui, de comprendre la raison d'être de cette blessure-là aussi, puisqu'elle a une raison d'être, pour justement être capable de dépasser cela. Mais comme il n'est pas capable, il va sombrer dans l'ego qui va l'amener donc à prendre une avenue qui pourrait amener des égarements, bien évidemment. C'est là que les pensées sectaires ou les fameuses sectes, on va retrouver souvent des égarements, des scandales autour des sectes qui sont associés justement à des individus qui ont réagi de cette façon-là devant l'injustice spirituelle. L'hypoactivité va générer quoi? Ben, va générer un individu qui est dans une crise spirituelle, justement. Un individu qui va justement se dire ben, à quoi ça sert de vivre, pourquoi se lever, pourquoi travailler, pourquoi respirer, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est l'individu qui est dans un grand questionnement existentialisme parce qu'il ne voit plus à quelque part la raison d'être de son existence. Et c'est là, évidemment, que cet individu-là, n'ayant plus ce sentiment de vouloir exister en quelque part, de se questionner, ben, ne voit pas d'intérêt dans une forme de grande crise existentielle pour donner un sens à sa propre vie. Donc, vous voyez, donc, l'idéal, bien évidemment, ça va être dans les deux cas, dans le cas de l'hyper et de l'hypo, c'est d'effectivement reconnecter, d'aller expérimenter cette fameuse souffrance qu'il fuit, hein, parce que dans tous les cas, c'est ça qui va se passer. Hein. Tous les 7 expressions que je vous ai nommées, ben, inévitablement, pour arriver à dépasser les blessures émotionnelles, ben, il va falloir évidemment réhabiter l'espace qu'on a d'une façon appropriée et de commencer justement à faire un travail sur cette fameuse blessure émotionnelle qui est en soi. Et comment pouvons-nous arriver à cela? Ben, on a vu que par la pratique de l'enracinement, on apprenait justement à favoriser la circulation de la terre et du ciel dans notre corps, qui nous permettait donc de commencer justement à avoir une action sur nos chakras, une action sur chacune des régions associées aux chakras, et donc de nous amener justement à nous fortifier dans notre position de debout, dont je parlais tantôt. Alors, plus je suis adulte, plus je me tiens debout, moins je suis dans un processus de projection, de résonance avec l'extérieur, j'apprends à assumer que je suis. Ça, c'est vraiment l'étape première, c'est l'enracinement. Puis par la suite, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut apprendre à faire? C'est d'apprendre justement à poser notre attention dans notre corps pour commencer à voyager à l'intérieur de soi, pour découvrir finalement qu'il existe des émotions à l'intérieur de nous, ou des pensées qui sont à l'intérieur de nous, qui sont peut-être pas des pensées ou des émotions qui sont en harmonie avec qui nous sommes ou est-ce que nous voulons être. Et c'est là que ça devient intéressant de prendre le temps d'être à l'écoute de ces émotions-là ou de ces pensées-là pour comprendre effectivement que ces émotions et ces pensées-là ont des choses à nous communiquer. Comme s'il y avait des consciences qui étaient autour de nous-mêmes, qui n'étaient pas nous, mais ces consciences-là sont quand même là en soi, et ces consciences-là, quelque part, sont là pour nous transmettre peut-être des connaissances, des enseignements, et que si on prend le temps de les écouter, ben on peut apprendre justement donc à mieux les intégrer en soi, parce que si je comprends pourquoi elles sont là, ben je vais plutôt que les subir, je vais plutôt m'en enrichir, et je vais pouvoir donc les intégrer en moi. Donc, vous voyez que cette notion d'intégration va renforcer mon identité, va renforcer ma position de debout et va me permettre de me sentir beaucoup plus solide et beaucoup plus fort dans mon propre champ énergétique. Donc, vous voyez, c'est ça un peu que je vous dirais dans la démarche, c'est-à-dire que l'enracinement va être première étape. La deuxième, ça va être dans l'observation, c'est-à-dire d'apprendre à voyager à partir que j'ai reconnu dans mon soleil l'expression de la terre et du ciel, hein, c'est-à-dire que la terre et le ciel vont circuler à mon cœur, et quand l'énergie de la terre et du ciel circule à mon cœur, il y a un genre de soleil qui prend forme dans mon cœur, et ce soleil-là va me permettre donc de projeter sa lumière dans mon corps pour voyager à l'intérieur de moi-même et de simplement me mettre en réception pour constater qu'est-ce qui anime mon être dans ma nature psycho-émotionnelle, donc les émotions, les pensées qui peuvent être présentes, prendre le temps de discuter avec ces émotions et ces pensées-là pour commencer à me rendre compte effectivement qu'à l'intérieur de moi-même, il y a donc des états de conscience qui ne sont pas reliés à cela, sont reliés à mon corps, et ces états de conscience-là ne sont pas toujours en harmonie avec moi. Donc, prendre le temps de discuter
avec ces pensées, ces émotions-là, peuvent me permettre justement de comprendre davantage la raison d'être de chacune d'elles. Suite à ça, ce que je cherche à faire, c'est de donner à ces émotions-là, à ces pensées-là, ce dont elles ont besoin pour être plus en harmonie avec moi. Donc, apprendre justement par ma propre créativité, ma propre capacité à générer une conscience. Hein, par exemple, si moi je dis, tiens, j'ai envie d'envoyer de la douceur dans mon genou, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable, par ma propre pensée, à générer de la douceur. Cette douceur-là va être quoi? Ça va être une conscience mémorielle que je vais créer, reliée à ma douceur que j'ai déjà expérimentée dans mon passé, et je vais ensuite pouvoir diriger cette pensée de douceur vers mon genou et observer de quelle façon que mon genou va recevoir cette douceur-là. C'est-à-dire que la nature psycho-émotionnelle qui se trouve dans mon genou va être influencée par le fait que je lui envoie de la douceur. Et si j'envoie cela, bien évidemment, ça va générer des réactions que je vais pouvoir prendre le temps de découvrir à mesure que je fais le travail de pleine conscience intuitive, puisque là, je suis en train de vous enseigner en quelque sorte la pleine conscience intuitive de sa façon, la version la plus simple possible, pour que vous puissiez déjà l'expérimenter d'une façon très simple. Parce que dans la simplicité, on peut arriver à des résultats intéressants quand même. Alors, quand on a fait donc ce voyage, qu'on a appris donc à faire de la déprogrammation de la mémoire cellulaire de façon toute simple, en donnant à la région ce dont on croit qu'elle a besoin, en le créant par notre propre imaginaire, en le transmettant, bon, on va constater qu'il y a donc des changements. Il y a donc des changements positifs. Si on a bien déprogrammé, on va constater que la nature émotionnelle, la nature des pensées qui animent mon être vont devenir de plus en plus équilibrées, de plus en plus en état d'harmonie avec moi. Et par la suite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir ensuite amener la notion de soin. La notion de soin, par exemple, ce serait de dire, ben, tiens, je sens mon genou de la peur, ben, je vais amener mes deux mains sur mon genou et je vais transmettre la lumière pour que justement la peur qui est présente dans cette région-là devienne de moins en moins importante et que j'arrive justement à constater que plus j'équilibre la région de mon corps où je sens des pensées, des émotions perturbatrices, et bien plus je vais faire des soins, plus je vais favoriser donc l'opportunité à ce que cette énergie perturbée soit de plus en plus équilibrée et de plus en plus en harmonie avec mon être, me mettant en contact avec le potentiel évolutif qui est en moi. Parce que plus je déprogramme la nature émotionnelle et mentale qui est en moi, qui est perturbée, plus ça me permet de constater quelque part que quand je suis en harmonie avec moi, ben je découvre quelque part qui je suis. Je ne suis plus dans un état de disharmonie avec mon être. Je suis vraiment dans une position d'équilibre avec qui je suis. Donc, vous voyez, c'était un peu ce que j'avais envie de vous proposer. Je vous invite donc à pratiquer, donc à vous inscrire pour le module 1 sur le site développementconscience.com, à pratiquer l'enracinement pendant au moins 7 jours et observer ce que ça vous fait. Je vous invite aussi donc à faire un petit peu le protocole que je vous ai invité de faire après l'enracinement. Vous allez observer qu'il y a des zones de votre corps qui peuvent être plus ou moins perturbées parce que vous allez faire des voyages. À partir du moment que vous allez dans votre cœur et que vous allez sentir ce soleil rayonnant lumineux dans votre cœur, à la fin de l'enracinement, vous allez pouvoir voyager à l'intérieur de vous-même pour voyager et découvrir quelque part les pensées, les émotions qui peuvent être en vous, qui peuvent effectivement être perturbatrices, que vous allez prendre le temps de discuter avec dans un premier temps, ou en tout cas de décrire ce que vous voyez, entendez et ressentez. Ensuite, effectivement, de discuter avec elle si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, de passer à la déprogrammation, donc de donner à la région ce que vous jugez, vous, qui pourrait être souhaitable à lui donner, et vous le donnez, et vous observez les transformations, et ensuite de faire le soin en mettant vos mains et en amenant de la lumière qui va avoir pour objectif de régulariser l'état émotionnel ou l'état mental que vous percevez comme étant perturbé. Alors moi, je vous invite à faire cela, à prendre le temps de faire un petit dessin avant ou tout début du soin et à faire un autre petit dessin à la fin pour voir comment vous percevez l'état psycho-émotionnel qui est en vous, de quelle façon que vous avez pu l'influencer positivement. Alors évidemment, pour ceux qui auraient envie de découvrir la pleine conscience intuitive et l'équilibre des émotions d'une façon encore plus profonde, ben, j'invite un petit enseignement. Donc, vous allez cliquer si vous êtes intéressé sous le lien. Vous allez voir qu'il y a un lien à découvrir dans lequel je vais vous présenter une proposition que je vous fais, dans laquelle vous allez découvrir la pleine conscience intuitive, donc des modules d'enseignement qui vont vous permettre de découvrir la dépollution de la mémoire cellulaire et les soins d'une façon plus approfondie. Vous allez découvrir également de quelle façon il est possible de faire des voyages dans les mémoires, tant ma mémoire personnelle que la mémoire familiale, donc mes ancêtres, que les mémoires d'autres vies. Je vais vous enseigner à comment on peut arriver justement à intégrer le décodage des programmations et soins pour libérer les programmations mémorielles qui sont en soi. Vous allez apprendre également à faire un travail justement sur les relations qu'elles soient professionnelles, affectives, familiale, etc., etc. Vous allez donc faire un travail d'harmonisation avec les relations pour vous équilibrer à vos potentiels relationnels qui existent, de quelle façon que vous pouvez améliorer vos relations. Tout cela vous sera enseigné dans un module d'enseignement directement vraiment connecté sur ce sujet-là.
Donc, vous voyez que vous avez quelque chose de très riche que vous pouvez aller chercher. Vous allez avoir également un dernier module qui va être fort intéressant puisqu'on va vous enseigner de quelle façon il est possible de favoriser, d'actualiser la transformation dans votre vie à travers un module sur le cerveau et thérapie quantique qui va vous enseigner justement un protocole très précis pour favoriser la transformation de votre être. Donc, vous avez quelque chose de très complet en termes d'enseignement, mais vous avez également des mini-consultations qui vont vous être proposées en plus de cela. Ces mini-consultations ont pour objectif donc de vous aider à cheminer dans votre vie à travers les enseignements qui vous seront proposés également. Donc voilà, alors si cela vous dit d'en savoir un peu plus sur cette proposition-là, il suffit de cliquer sur le lien. Sinon, je vous réinvite de nouveau pour aller voir le site développementconscience.com pour expérimenter le module 1 de l'enseignement et de découvrir dès maintenant cette application. Dernière chose, je vous lance un petit défi. Si cela vous dit, je vous propose de faire ça pendant 10 jours, de pratiquer l'enracinement et de chercher à faire ce petit protocole que je vous ai invité de faire très simplement. Et commentez-moi, donnez-moi des informations sur comment ça se passe, comment vous évoluez, comment vous progressez. Alors d'abord, peut-être vous donner l'opportunité de définir un objectif. Dans les 10 prochains jours, moi, ce que j'aimerais, ce serait d'atteindre tel objectif. Permettez-vous de l'écrire sous la vidéo si vous le voulez bien. Et de cette façon-là, bien évidemment, moi, je pourrais peut-être vous conseiller sur la façon que vous pourriez faire pour atteindre cet objectif-là, en vous donnant un petit 10 jours pour voir un peu de quelle façon que ça peut évoluer, de quelle façon que vous êtes capable de parvenir à développer la pleine conscience intuitive à l'intérieur de vos propres moyens. Ça serait peut-être un petit défi intéressant. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez aller plus loin en visionnant le petit vidéo qui suit le lien qui est présenté sous cette vidéo-ci, et vous permettre donc de découvrir davantage la pleine conscience intuitive. Alors sur ça, je vous dis à très bientôt. Belle pratique.